Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Le prix Goncourt 2016 a été attribué au premier tour de scrutin à Chanson douce de Leïla Slimani. C'est le plus convoité des prix littéraires du monde francophone. À 35 ans, Leïla Slimani est récompensée pour son deuxième roman. Un vent de révolte souffle au musée du jeu de paume de Goya à Pasolini. Comment les artistes racontent les luttes citoyennes? L'exposition Soulèvement y répond. Marie-Antoinette, une passion japonaise. 200 œuvres en provenance du château de Versailles sont exposées au dernier étage de la tour Mori à Tokyo. La course est restée serrée jusqu'au bout. Leïla Slimani, grande favorite, l'emporte finalement avec 6 voix pour son roman Chanson douce, paru chez Gallimard, devançant Catherine Cusset, Gaëlle Faye et Régis Geoffrey. 12e femme à remporter le très prestigieux prix Goncourt depuis sa création en 1903. Elle succède à Mathias Sénard, récompensé l'année dernière pour Boussole. Avec moi pour en parler, Gladys Mariva. Bonjour Gladys. Bonjour Louise. Alors c'est seulement le deuxième roman de Leïla Slimani et pourtant elle était favorite. Oui, elle était favorite parce que bon déjà c'est pas que les auteurs confirmés qui ont eu le Goncourt. On se souvient Alexis Génie qui l'avait eu pour un premier roman avec L'Art de la guerre en 2011. Et puis on avait un contexte, si vous voulez, avec des romans qui divisaient beaucoup la critique. Régis Geoffrey, Cannibale et de la vie générale n'est pas son meilleur livre. Catherine Cusset, on avait une critique totalement divisée. Avec voilà, d'autres qui disaient c'est magnifique hommage à son ami décédé et d'autres, mais mon Dieu, ça manque complètement de cœur. Et puis Gaëlle Faye, premier roman, d'autres disaient on le verrait plutôt pour le Goncourt des lycéens. Donc si vous voulez, Leïla Slimani qui cumulait l'avis critique, le succès public, un deuxième roman, une femme, une franco-marocaine, donc qui apporte aussi quelque chose de nouveau, d'assez rare, on va dire, pour le prix Goncourt. Vraiment, oui, c'était la favorite. Elle remplissait un peu tous les critères. Voilà, vous l'avez dit. Alors, Chanson douce, le titre de ce roman est quand même un peu trompeur, on peut le dire, voire ironiquement trompeur, car il s'agit en fait d'une histoire glaçante. Alors oui, c'est un roman qui commence par un crime horrible. Alors, effectivement, dès le début, on sait, un enfant est mort. Ouais, la première phrase qui est vraiment glaçante, le bébé est mort. Faut oser commencer son roman comme ça. Commencer ce roman, il faut réussir à accompagner son lecteur dans quelque chose qui est extrêmement sordide, qui a été inspiré de faits divers donc, qui ont eu lieu aux États-Unis, à savoir une nounou qui tue les enfants dont elle a la garde. Alors ici, Leïla Slimani le fait avec cette écriture qui est comme au couteau, permettez-moi la comparaison, mais c'est vrai, extrêmement ciselée, extrêmement froide, clinique. Et elle nous plonge à la fois dans la vie de ce couple. Donc la femme était une avocate, finalement, elle a eu des enfants, donc elle veut reprendre son activité, il faut les confier. Le père, bon, il est dans la musique, il rêverait de faire son disque. Les bobos parisiens. Voilà, par excellence, effectivement. Et donc arrive cette nounou qui est un petit peu comme la Mary Poppins, celle qui va leur permettre de vivre leur passion égoïste, voilà, c'est le cas de le dire. Et finalement, elle va avoir une vraie emprise sur eux, elle va être adorée des enfants, elle a été recommandée, donc elle est insoupçonnable. Donc pourquoi cette femme, du jour au lendemain, décide de tuer ses enfants? Donc c'est ce que Leïla Slimani va essayer de nous expliquer, à la fois en plongeant dans la psychologie de ce couple et en même temps en essayant de comprendre, alors de mon avis, c'est pas totalement réussi, mais en essayant en tout cas de comprendre ce qu'il y a dans la tête de cette femme. Une histoire glaçante, on l'a rappelé, pour une chronique sociale aussi sans concession, Chanson douce, et le récit de la lutte des classes entre ce couple de bobos parisiens et leur nounou, comme nous l'expliquait Leïla Slimani ici même, il y a quelques jours. Écoutez-la. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens sont un peu le prototype ou l'archétype des bobos d'aujourd'hui, des bobos parisiens, c'est-à-dire des gens qui ont des valeurs sociales très positives. Ce sont des gens bien, de manière théorique. Des gens ouverts, des gens tolérants, des gens qui ne méprisent pas ceux qui sont plus pauvres qu'eux, des gens qui sont contre la guerre, la misère, le racisme, enfin voilà. Mais en même temps, ce sont des gens qui confrontent très très rarement leurs valeurs à la réalité. C'est-à-dire ce sont des gens qui connaissent peu la mixité sociale, qui fréquentent pas beaucoup d'étrangers. Et donc, quand ils se retrouvent confrontés à une nourrice et donc à une femme beaucoup plus pauvre qu'eux, d'un milieu totalement différent, il y a des frictions auxquelles on ne s'attendait pas.
Les apparences sont trompeuses, comme nous le rappelle Leïla Slimani. On le dit quand même, hein, c'est vrai que cette année, les 4 finalistes, les livres finalistes, c'était des thèmes très sombres. Il y avait donc l'infanticide pour Leïla Slimani, le suicide chez Catherine Cusset, le cannibalisme chez Régis Geoffrey et le génocide chez Gaël Faye. C'est pas gai. Alors, Chanson douce, on y revient, paru chez Gallimard, la prestigieuse maison d'édition qui est récompensée pour la 37e fois ici en 2016. D'ailleurs, cette année, on peut dire, hein, les grands éditeurs étaient vraiment à l'honneur. Oui, c'était une sélection très Galligrasseuil. Alors, c'est une expression qui a été inventée, je crois, par Bernard Franck, donc écrivain et critique, qui se moquait comme ça de la domination des maisons, donc Gallimard, Grasset et Seuil, sur les grands prix littéraires. Donc, c'est vrai, Gallimard avait Catherine Cusset et Leïla Slimani, Seuil avait Régis Geoffrey, Grasset pour Gaël Faye. Donc, effectivement, c'était une sélection, on va dire, oui, qui leur rendait assez honneur. Et on pouvait s'attendre donc aussi à une victoire de Gallimard qui n'avait pas eu le prix depuis Alexis Génie en 2011, qui peut paraître long finalement quand on est habitué à la voir si souvent. Et puis aussi ce qu'on peut dire, c'est que le quota des petites maisons d'édition avait déjà été rempli puisque le prix Femina a été attribué à Marcus Malt avec son roman Le Garçon, publié donc chez le petit éditeur Zulma. Alors, Chanson douce se vend déjà très bien en librairie, mais il y aura sans doute ce qu'on appelle un effet Goncourt. Concrètement, qu'est-ce que ce prix change dans la vie d'un écrivain ? Alors c'est vrai que contrairement au Nobel, quand on reçoit son chèque, quand on a eu le prix Goncourt, c'est pas près d'1 million d'euros, non, c'est 10 euros, donc même pas assez pour acheter un livre. Alors effectivement, c'est pas ça qui va changer la vie d'un auteur, c'est plutôt le succès, effectivement en librairie, et cela en plus avant les cadeaux de Noël, hein, donc ça tombe bien. Pour un exemple, Lydie Salver, hein, qu'il a eu en 2014, il y a 2 ans, son livre Pas pleurer n'avait été vendu qu'à une centaine d'exemplaires, elle reçoit le prix, et là on monte à une centaine de milliers d'exemplaires. Finalement, c'est en moyenne 395 000 exemplaires vendus, donc c'est énorme, effectivement, et ça change la vie d'un auteur et d'un livre. Bon, on ne s'inquiète pas pour Leïla Slimani, on va encourager votre favori, Petit pays de Gaël Faye. C'est lui que vous auriez récompensé, en quelques mots. Oui, parce que effectivement, c'est un roman lumineux, donc effectivement, ça traite du génocide du Burundi, du génocide au Rwanda, mais ça le fait de manière lumineuse, parce que c'est un roman sur l'enfance. C'est aussi, il me semble, une voix assez nouvelle. C'est une voix qui nous parle de l'enfance, c'est d'un monde qu'on ne connaît pas, d'un monde avant la disparition de ce monde. On connaît que les histoires de cadavres, de charniers. Et là, il nous parle de métis, d'enfants métis, de gens qui sont là depuis des années, d'étrangers qui cohabitent ensemble. C'est un roman extrêmement beau et c'est vrai que j'espère en tout cas que Gaël Faye va continuer à écrire et j'ai hâte de lire ses prochains livres. Merci beaucoup Gladys. On note aussi que le prix Renaudot, attribué en même temps que le Goncourt, a lui été remis à Yasmina Reza pour Babylone. Merci Gladys et à très bientôt. On va passer à une exposition à voir au Jeu de Paume ici à Paris. Manifestation, grève, révolte, révolution. Elle s'interroge sur les différentes représentations du soulèvement dans l'histoire de l'art. Axel Simon et Julien Sauvager sont allés la visiter pour nous. Taper du poing, dire non, se rebeller, avant de battre le pavé, les bras fièrement levés. Ces formes de rébellion ont toutes donné lieu à des images fortes. Beaucoup d'entre elles sont présentées dans l'exposition Soulèvement. L'historien de l'art et philosophe Georges Didier Huberman a conçu un accrochage ambitieux. Des photos cohabitent avec des gravures d'époque, des affiches avec des vidéos d'art contemporain. Une exposition qui retrace ses recherches sociologiques en cours, en résonance avec l'actualité. C'est une exposition effectivement qui arrive dans un contexte particulier. Georges Didier Huberman dit qu'avant tout soulèvement, il y a un moment d'abattement. Effectivement, Georges Didier Huberman parle de temps qui sont un peu lourds actuellement, qui sont pesants et qui conduisent peut-être effectivement à se soulever en fonction des contextes et en fonction des pays. Des barricades à la révolution à Cuba, en passant par les mouvements étudiants allemands et les luttes syndicales françaises. L'ambition de Didier Huberman est de rapprocher entre elles les formes de révolte. On a une image de type documentaire réalisée par Willy Ronis, où on voit une militante CGT qui harangue ses collègues et qui lance un appel à la grève. Et on a à côté 2 photographies de Germaine Krull. Et toute cette gestuelle chorégraphique est en fait inspirée des gestuels qui existent dans les rassemblements politiques et sociaux. Pour le public, le thème du soulèvement fait écho à leurs préoccupations citoyennes.
C'est une thématique qui revient beaucoup dès qu'on parle avec des gens. Donc je pense qu'à cette expo, elle tombe à point. C'est super important par rapport au soulèvement qui a marqué aussi beaucoup de pays. Franchement, moi, ça me touche et j'aimerais bien en savoir plus maintenant. En savoir plus sur les milliers de révoltes que compte l'histoire de l'humanité. L'historien de l'art opère des choix, il passe sous silence certains combats politiques ou féministes, invitant les visiteurs à s'interroger sur toutes les formes actuelles d'insoumission. Et puis on connaît la fascination de nombreux Japonais pour la France et sa culture. À Tokyo, le château de Versailles a installé la plus grande exposition hors les murs jamais consacrée à Marie-Antoinette. Porcelaine, laque japonaise et reconstitution de plusieurs salons d'époque. De quoi se plonger dans le faste auquel était habituée la reine, grande amatrice d'art. Plus de 200 ans après avoir été guillotinée, l'épouse de Louis XIV fascine toujours. Écoutez la commissaire de l'exposition. Les Japonais connaissent Marie-Antoinette, ce qui déjà peut nous surprendre. Ils la connaissent comme une figure de l'histoire de la France, mais aussi comme une sorte d'emblème de la culture, des arts. Et ils ont raison, parce que pendant tout son règne, elle a encouragé les talents, les créateurs auprès d'elle, aussi bien pour la mode que pour l'architecture ou que pour la musique. Voilà, à voir jusqu'en janvier prochain à Tokyo, au Japon. On continue à voyager pour finir cette émission. On s'évade vers l'Inde avec Raghunath Mané, musicien, danseur. Il est l'ambassadeur du Bharatanatyam, une danse dont il a relancé la pratique pour les hommes. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite.